vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là pour cette 8e édition des rencontres Sciences et Humanisme, consacrée cette fois à une thématique qui s'appelle « Plus belle la vie ». C'est un clin d'œil au feuilleton télévisé qu'une grande partie de la France peut suivre tous les soirs. Plus belle la vie, pour quelle raison d'abord cette thématique? Je vais vous l'expliquer en quelques mots. La vie est belle. La vie est un cadeau et la vie est un mystère. Nul ne connaît l'origine de la vie. Nul ne peut prétendre en détenir les droits, le brevet. Personne ne peut dire « c'est moi qui l'ai créé ». Et pourtant, nous, les hommes, nous nous évertuons à essayer de la mimer, reproduire, la chercher ailleurs. C'est ce que vous allez découvrir dans cette session avec les gens que nous avons invités, les personnalités que nous avons invitées, à savoir, comme d'habitude, un mix entre des physiciens, des scientifiques et des philosophes, des gens qui réfléchissent un petit peu, qui prennent la distance par rapport à la thématique et qui nous amènent à réfléchir. Donc pour cette session, 3 jours de session consacrés à Plus belle la vie, où nous aborderons la vie tout court, cette beauté de l'existence, son mystère, est-ce qu'elle a un sens? Et les astrophysiciens vont nous parler un petit peu de leurs recherches sur les exoplanètes ou même sur des planètes à proximité de la nôtre comme Mars, leurs travaux sur la recherche d'une possible vie extraterrestre. Et quand on parle de vie extraterrestre, ça peut simplement être une molécule, une simple molécule. Si c'est une molécule organique, tant mieux. Et pour cela, j'ai proposé à Jean-Pierre Bibring, qui s'occupe de la mission Mars, de venir, qui est astrophysicien. J'ai proposé à Hervé Cotin, qui est astrochimiste et exobiologiste, de venir. J'ai proposé à Marc Lachiaiseray, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est la 8e année maintenant qu'il vient au Lazaret. C'est un ami cher, un ami précieux, puisque c'est une personne ressource pour moi, qui m'ouvre la possibilité de contacter les uns et les autres, et qui donne toujours un avis pertinent. J'ai également invité Jean-Christophe Bailly, qui lui s'occupe et qui vous parlera de robotique. J'ai invité enfin 2 philosophes, Élie During et Jean-Michel Beignet, qui était là également en 2009 pour l'exigence éthique. Donc Jean-Michel qui m'a fait la joie d'accepter à nouveau de venir cette année. Voilà pour les intervenants, voilà pour la thématique. Pour ce qui est du programme, bon, vous avez dans la brochure l'essentiel. Je pense que vous pourrez vous y retrouver. Très rapidement, je vais vous citer le programme. Pour ce soir, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir Marc Lachiaiseray, astrophysicien, théoricien, cosmologue, directeur de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, APC, à Paris. Il enseigne à l'École centrale de Paris. Et ses travaux portent sur la cosmologie, sur la topographie de l'univers, sur la matière noire et également sur le temps. Il a publié un ouvrage en octobre 2013 sur le voyage dans le temps. Et c'est un thème qu'ont repris de nombreux cinéastes de science-fiction. Mais ces cinéastes de science-fiction, à chaque fois qu'ils nous proposent leur version, nous proposent également davantage de questions que de réponses. La science s'efforce, elle, d'apporter quelques réponses, pas à pas, tout doucement. C'est lent, c'est toujours trop lent pour nous, public, mais il travaille, je peux vous l'assurer. Et donc, Marc Lachiaiseray, ce soir, dans quelques minutes, va vous parler de ce voyage dans le temps, de ses possibilités, du pourquoi, ses recherches, et où pourrait-elle nous mener. Dans deuxième partie de soirée, je recevrai donc Hervé Cotin, astrochimiste et exobiologiste, professeur en chimie et astronomie à l'université Paris-Est Créteil au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Hervé Cotin lui a consacré sa thèse à la chimie organique de l'environnement cométaire. Autrement dit, c'est quelqu'un qui fait de la chimie et qui fait beaucoup de mal aux molécules puisqu'il les expose à des rayonnements cosmiques
En quelque sorte, chacun d'entre vous peut-être a eu un jour l'occasion de faire un petit potager ou de planter une petite plante dans de la terre pour voir comment elle va pousser, pour voir comment elle va résister aux intempéries. Il l'arrose soigneusement, amoureusement. Hervé Cotin lui fait la même chose, mais avec des molécules. Il les envoie dans l'espace avec des fusées. Elles arrivent dans des stations spatiales. Là-haut, des gens les réceptionnent, les mettent dans des petits bacs et les exposent aux rayons cosmiques pour savoir comment elles se comportent et comment elles réagissent. Et il va vous expliquer à quoi ça sert tout ça, naturellement. Ça sert bien sûr à essayer de voir si la vie peut exister, pourquoi elle aurait pu exister, et si de la vie il y a. Naturellement, l'ultime question, c'est est-ce que ce serait de la vie intelligente? Mais ça, c'est encore autre chose. Vendredi, demain, donc, on débute la soirée à 19h avec Jean-Michel Beignet, philosophe, agrégé de philosophie, professeur à Sciences Po. Je vous disais qu'il était déjà venu en 2009. Et lui va nous parler de l'homme augmenté à l'homme simplifié. Il nous avait déjà évoqué le post-humanisme en 2009. Cette fois-ci, il va nous parler donc en quelque sorte du syndrome de la touche étoile et du grand risque qu'il y a à ce que l'homme finalement devienne asservi à la machine, cette machine qui peut nous dicter nos actions, nos pensées et qui peut nous enlever quelque part un peu de notre humanité, tout simplement, de notre vulnérabilité, parce qu'on pourrait se croire tout puissant, puisqu'on a des machines à notre disposition, mais cette vulnérabilité, cette faiblesse qui fait partie intégrante de l'homme, c'est notre singularité. Et naturellement, Jean-Michel Beignet va évoquer devant vous les avantages, les risques et les dérives possibles de ce fameux syndrome de la touche étoile, autrement dit d'un homme ultra mécanisé qui s'avance dans un progrès en emballement en quelque sorte. En soirée, demain à 21h30, Jean-Pierre Bibring, donc astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, professeur de physique à l'Université Paris-Sud, responsable de plusieurs programmes d'exploration spatiale de Mars et des comètes. Il est l'un des principaux acteurs de l'exploration martienne, responsable de l'instrument Omega de Mars Express. Omega, Jean-Pierre vous le développera naturellement bien mieux que moi. C'est un instrument qui permet en quelque sorte de faire de la minéralogie, de la datation minéralogique sur la planète Mars en l'occurrence, et de dater les grandes ères martiennes. Le peu que j'en ai retenu, c'est que la toute dernière, c'était une ère où il y avait du fer, de l'oxyde de fer en quantité, ce qui donne la couleur rouge à la planète Mars. Donc là aussi, Jean-Pierre Bibring, pourquoi l'avoir invité? Parce qu'il va nous parler de la pluralité des mondes et de l'unicité de la vie en posant cette question, seul dans l'univers, point d'interrogation. Question que tout le monde se pose bien naturellement. La question ne dit pas non plus, par contre, quelle serait notre réaction si un jour on nous annonçait que bel et bien on a trouvé une forme de vie dans l'univers. Cette réaction, à l'heure actuelle, personne ne peut dire si elle sera une forme d'exaltation, une forme de joie ou au contraire source d'angoisse pour pas mal d'entre nous. Samedi 26 juillet, nous clôturerons cette session Sciences-Humanisme avec à 19h donc Élie During, philosophe, docteur et agrégé en philosophie, maître de conférences à l'Université de Paris 10 Nanterre, enseignant à l'École des Beaux-Arts de Paris, co-directeur du département de philosophie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, La Défense. Élie During est également associé à l'Institut de recherche philosophique. Son domaine d'investigation est en rapport avec les formes de l'espace-temps, à l'intersection de la philosophie contemporaine, de l'histoire des sciences et de l'esthétique. Je sais que Élie During s'intéresse beaucoup au cinéma de science-fiction. Il puise dans le cinéma de science-fiction certaines sources de réflexion. Il met en exergue et en lumière certains films qui soulèvent des questions hautement philosophiques, certains que tout le monde peut avoir, dont bon nombre d'entre vous ont entendu parler, comme Matrix, comme Gravity, pour ne citer que ces deux derniers. Ce sont des films de science-fiction, mais qui là aussi nous interrogent parce que, indépendamment du fait qu'ils nous parlent d'une autre vie, d'une vie ailleurs, plus belle ou pas, on ne sait pas,
En ce qui concerne la vie antigravitationnelle, c'est quand même assez troublant de voir que l'homme a réussi à envoyer dans des toutes petites capsules qui sont des reproductions de la Terre en miniature d'autres hommes dans l'univers, ailleurs que sur notre Terre, ailleurs que dans notre atmosphère. On réussit à les faire vivre, les faire tenir plusieurs semaines, plusieurs mois, pour explorer cet univers, ce cosmos. Là aussi, ça va doucement. Et les films de science-fiction qui sont proposés interrogent. Et ces interrogations ont des prolongements et proposent une réflexion que Elie During va se faire un plaisir de vous livrer et vous apporter son propre éclairage là-dessus. Et enfin, à 21h30, pour clôturer donc ces 3 jours de session, nous accueillerons Jean-Christophe Bailly, roboticien, un monsieur qui est étonnant également, comme tous les précédents, par son parcours, puisqu'il est polytechnicien, enseignant-chercheur à l'ENSTA. Il a soutenu une thèse en intelligence artificielle sur l'émergence et l'évolution du langage entre des robots, alors je lis, et beaux. Il a reçu le prix Pierre Faure de l'École Polytechnique. Il est fondateur de GhostEye, start-up en pleine croissance au cœur de l'écosystème robotique grand public. Il est concepteur du logiciel URBI, c'est-à-dire Universal Real-Time Behavior Interface, fondateur du laboratoire de robotique cognitive INSTAT à Paris Tech. Il préside également la commission éthique et robotique du syndicat CIROBO des professionnels de la robotique, autrement dit un personnage assez hors du commun. Ce qui est de toute façon la caractéristique au Lazaret, de vous proposer des personnalités d'exception chaque année. Et je pense que cette année, vous aurez grand plaisir à découvrir notre panel d'intervenants pour un sujet ô combien intéressant, la vie extraterrestre, la vie artificielle, la vie humaine tout court, tout ça rassemblé au cours d'une thématique, plus belle la vie. Voilà. Et donc nous commençons tout de suite avec Marc Lachiaiseray qui va nous proposer ce voyage dans le temps. Je vais faire venir également Léa Matteacciol qui va se faire un plaisir de présenter Marc, de lui poser quelques questions. Et ensuite, nous aborderons cette première soirée. Bonsoir Marc, bonsoir Léa. Au milieu, voilà. Ayez la gentillesse d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir Marc Lachaiseret. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être celle qui vous présente ce soir. Ah, mais moi aussi. Je vous remercie d'être là au Lazaret avec nous une année de plus. Et alors, ce soir, nous sommes là dans le cadre des rencontres sciences et humanisme. C'est-à-dire que nous allons parler de science, évidemment. Vous êtes astrophysicien, vous en parlez mieux que personne. Mais nous sommes aussi là pour parler de l'humain. D'où, d'ailleurs, le titre qui est « Plus belle la vie », à savoir comment nous rendre l'existence plus belle, parce qu'on ne cesse d'essayer, d'y aspirer, à un accès plus facile au bonheur. Et la réponse que vous nous apportez ce soir, c'est voyager dans le temps. Alors moi, quand je pense au voyage dans le temps, je vois très bien comment est-ce que cela peut me rendre la vie plus compliquée, parce que je panique totalement en pensant à un désordre dans la chaîne des causalités, par exemple. Alors comment est-ce que le voyage dans le temps peut-il nous rendre la vie plus belle ? Bon, d'abord, très belle formule là, que vous donnez, là, un désordre dans la chaîne des causalités. Je trouve que ça s'applique très bien à cette notion de voyage dans le temps qui est un petit peu compliquée, mais qui finalement se définit très bien. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que la vie, c'est un voyage dans le temps, tout simplement. Un voyage dans le temps finalement simple et banal, mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous voyageons sans arrêt dans le temps. C'est-à-dire sans arrêt, nous passons de la seconde à la seconde suivante, puis à la seconde suivante, d'une manière que nous ne contrôlons pas, mais c'est un voyage dans le temps quand même. Et ce qu'on appelle finalement un voyage dans le sens habituel du terme, ben justement, c'est pas un voyage dans le temps, mais c'est un voyage qui est à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque voyager, dans le sens habituel, c'est aller d'un certain endroit, par exemple d'Ajaccio à Paris, en un certain temps. Donc il y a toujours une composante temporelle. En revanche, ce qui serait vraiment bizarre et dont la physique dit que ça n'existe pas, ça serait le voyage dans l'espace pur. C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on se déplace d'un endroit à un autre dans l'espace, d'Ajaccio à Paris, sans voyager dans le temps. C'est-à-dire sans que du temps s'écoule
instantanément. Et ça, c'est impossible. Donc, si on veut être strict, le voyage dans le temps, il existe, et sous une certaine forme au moins, il est banal, il est ce que nous éprouvons sans arrêt, tandis que le voyage dans l'espace, ça, la physique nous dit que ça n'existe pas. Bon, évidemment, c'est un peu joué sur les mots, mais malgré tout, je crois que dès qu'on parle du temps, il faut se méfier du langage parce qu'on est tellement habitué à des termes qui ont des connotations temporelles. On dit maintenant, quand on parle avec des temps, au présent, à l'imparfait, au futur, et on n'y fait même plus attention. Tout ce qu'on dit a toujours une temporelle. Donc, juste petite phrase, la grande difficulté de parler du temps, c'est le langage. C'est-à-dire que on voudrait prendre du recul pour parler du temps, et malgré tout, on est obligé d'utiliser un langage qui est complètement imprégné de notions temporelles. Et ça, c'est une grande difficulté. Non, ça marche, c'est bon. Et le fait de nous avoir dit constamment qu'il n'y a pas le temps d'un côté et l'espace de l'autre, mais il y a un espace-temps, là, pour le coup, voyager dans le temps reviendrait à voyager dans l'espace. Alors, nous voyageons en fait dans l'espace-temps. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui, dans la physique stricte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a pas vraiment de sens parce que espace et temps, c'est quelque chose qui est mal défini. Et en fait, là, je suis sur mon fauteuil, immobile, donc j'aurais envie de dire, le temps s'écoule, donc je voyage dans l'espace, mais je ne bouge pas. Donc, je ne voyage pas dans l'espace. Mais en ce moment, je suis sur la planète Terre qui tourne à 30 km/s autour du Soleil, lequel Soleil tourne à 300 km/s autour du centre de la galaxie. Donc, est-ce que je suis au repos ou est-ce que je suis au mouvement? Est-ce que je suis fixe dans l'espace ou est-ce que je change sans arrêt de point dans l'espace? Eh bien, ce que nous a appris déjà Galilée et ensuite repris par Einstein avec quelques petites différences, c'est que ces questions n'ont pas de sens. C'est-à-dire la distinction entre repos et mouvement absolu, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte, c'est que par exemple, je suis en mouvement par rapport ou bien au repos, par rapport à Jean-Noël, par exemple. Par rapport à Jean-Noël, je suis au repos. Mais par rapport à quelqu'un qui est dans l'hélicoptère qui vient de passer, je suis en mouvement. Nous sommes en mouvement l'un relativement à l'autre. Mais est-ce que c'est moi qui suis au repos et lui qui est en mouvement, ou lui qui est au repos et moi en mouvement? Cette question, finalement, elle est très difficile à définir. Et la réponse que donne la physique, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le principe de relativité, qui nous dit que pour ce qui est du mouvement, en tout cas du mouvement, disons, sans accélération, la seule chose qui compte, c'est le mouvement relatif d'une chose par rapport à un autre. Donc c'est une relation, finalement. On espère que pendant le temps de votre conférence, vous réussirez à nous éclairer un peu plus sur ce que vous appelez le temps. Bon, on l'espère tous, hein, je crois, oui. Oui, une dernière question, Marc. Oui. La thématique, c'est Plus belle la vie. Alors, ce qui était tout à fait amusant avec Marc Lachiaiseray, c'est que quand je lui propose la thématique, il dit oui. Oui, d'accord. Quel sera le titre de ta conférence? Je ne sais pas. 3 mois après, ça donne... Allô, Jean-Noël, c'est quoi la thématique? Plus belle la vie. Ah. Alors, Marc, quel sera le titre de ta conférence? Je ne sais pas. Et ça dure comme ça jusqu'à pratiquement une semaine avant la conférence. C'est tout à fait agréable, vous savez. Mais maintenant, il est là sur scène, devant vous, avec Léa et moi. Donc, je vais lui poser la question. Le titre, on le connaît maintenant. Le voyage dans le temps. Quel rapport y a-t-il entre le titre de cette conférence, Voyage dans le temps, et la thématique Plus belle la vie? Marc, à toi de te débrouiller pour nous donner une explication compréhensible. Mais je viens de vous le dire, je viens de te le dire, Jean-Noël. La vie est un voyage dans le temps. Alors évidemment, ça pose un problème, puisque ce que nous dit la physique moderne, relativiste, c'est que le temps n'existe pas. Donc tu vas me dire, c'est difficile de définir la vie à partir d'une notion qui elle-même n'existe pas. Mais peut-être qu'on va s'en sortir, et peut-être que le moyen de s'en sortir, c'est justement de dire que ce qu'on appelle le temps, et que finalement on a tellement de mal à définir, parce que si on regarde la littérature de nos prédécesseurs, aussi bien philosophes que scientifiques ou penseurs
de tous acabit, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont eu beaucoup de mal à définir ce que c'est que le temps. Et bon, on connaît bien sûr la phrase Saint-Augustin qui disait « Le temps, je sais très bien ce que c'est quand on ne me le demande pas, et dès qu'on me le demande, je suis incapable de dire ce que c'est. » Bon, il ne l'a pas dit dans ces termes exactement, mais c'est ça la substance. Et peut-être que finalement, donc, on va s'en sortir en admettant ce que nous dit la physique moderne, c'est-à-dire l'inexistence du temps comme entité, comme notion qui serait objective, qui serait quelque chose qui a une réalité indépendante de nous, mais peut-être qu'on va arriver à définir le temps justement comme quelque chose qui est lié à la vie, qui est peut-être lié à notre conscience, qui est peut-être lié à notre mémoire, à notre individualité, à notre essence. Donc le temps finalement serait quelque chose que nous créons, que nous inventons finalement pour décrire notre évolution dans l'univers. Et notre évolution mais intrinsèque à notre à nous-mêmes, humanité. mais pas intrinsèque à une réalité qui serait indépendante de nous. D'accord. Ok. Et bien, tu as une autre question? Bon, mais écoute, Marc, tu as tout le temps de développer ce voyage. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la conférence où vous aurez la possibilité de vous faire dédicacer les ouvrages de nos intervenants et pour ce qui est de ce soir de Marc Lachaiseray. Bonne soirée. Bon, quand même, avant de commencer, je voudrais dire tous mes remerciements, tout mon plaisir d'être ici. Donc, remerciements à Jean-Noël, Isabelle, François, Marie-Jeanne et tous ceux qui ont participé à cet événement et qui m'ont invité. C'est toujours le même plaisir chaque année après. Donc, 8e fois, j'espère bien que ça va continuer. Il va falloir que je trouve autre chose quand même, parce que je ne vais pas parler du temps à chaque fois, mais on a bon espoir. Alors, ce temps, donc, c'est quelque chose que nous connaissons tous et que nous avons du mal à définir. Et peut-être que, justement, que si nous avons tant de mal à le définir, c'est la physique qui nous explique pourquoi. Parce qu'en dernier ressort, on s'aperçoit que c'est quelque chose dont les observations, dont les expériences nous ont appris qu'au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire quand on regarde les choses avec une grande précision, avec une grande rigueur, on s'aperçoit que ça ne peut pas exister. C'est presque une notion contradictoire quand on la confronte avec ce que nous disent nos résultats d'expérience et d'observation. Évidemment, c'est un peu surprenant, c'est un petit peu choquant de dire ça alors que nous sommes tellement habitués à cette notion, mais je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que ça veut dire. Et peut-être, si j'ai le temps, de vous parler des voyages dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de théorème, si vous voulez, d'affirmation que l'on peut donner dès maintenant, c'est que cette notion de voyage dans le temps, dans le sens où on l'entend un peu dans la science-fiction, je ne parle pas du voyage dans le temps qu'est la vie auquel nous participons tous, mais ce qu'on entend par voyage dans le temps, dans le futur, dans le passé, etc., eh bien, ce que nous dit la simple analyse logique de cette chose-là, c'est que ça n'est possible que si le temps n'existe pas. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal comme formulation. Ce qu'on appelle voyage dans le temps, dans le sens, encore une fois, commun, qui est celui de ce qu'on envisage dans la science-fiction, ce qu'on appelle voyage dans le temps ne peut exister que si le temps n'existe pas. Mais précisément, les théories de la relativité nous disent que le temps n'existe pas. Ceux qui étaient là l'année dernière, je crois, j'ai expliqué un peu, je vais réexpliquer ce que ça veut dire. Donc tout va bien, ça veut dire que le voyage dans le temps est possible, au moins conceptuellement. Techniquement, c'est une autre histoire, on pourra en discuter aussi, mais il est au moins conceptuellement possible selon notre physique moderne. Et évidemment, c'est une sorte de grand désordre dans la causalité de l'univers, comme l'a dit Léa tout à l'heure, j'aime bien cette formule. Mais un désordre, ça existe. Vous avez tous été confrontés à des situations désordre, surtout si vous avez des enfants et si vous avez été vous-même enfant. Donc on sait tous que le désordre, même si on n'a pas toujours des moyens de le définir d'une manière objective, le désordre, ça existe. Et peut-être que dans notre univers, il y a du désordre. Peut-être que ce désordre se manifeste comme la possibilité de voyage dans le temps.
Bon, mais si donc on veut parler de ces notions, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire très attention au vocabulaire, il faut faire très attention aux mots dont on parle. Et ce mot temps, finalement, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que bien souvent, il est mis un petit peu à toutes les sauces. C'est-à-dire, on regarde sa montre, on mesure le temps, on parle du temps qui s'écoule, on parle du temps qui pourrait peut-être s'arrêter, revenir en arrière, on parle de la flèche du temps. Bon, en fait, je crois que si on veut comprendre ce que c'est, il faut essayer de disséquer la notion et de voir vraiment comment elle fonctionne, quel est notre rapport au temps. Et dans une première analyse, c'est ce que je voudrais vous proposer, c'est-à-dire ce temps que nous utilisons tous les jours, je voudrais essayer de le décortiquer un petit peu, de le disséquer comme ferait un biologiste pour voir quelles sont ses propriétés. Et donc, je vais essayer de distinguer 3 propriétés du temps qui sont, à mon avis, plus fondamentales que le temps lui-même, à savoir la datation, les durées et la causalité. C'est des mots, bien sûr, je pense qui vous disent quelque chose. Vous voyez à peu près ce que c'est que la datation, qui est simplement la possibilité d'associer une date à un événement, la durée, la causalité. La causalité, c'est une relation entre les événements. Je m'expliquerai tout à l'heure. Et finalement, faute de donner vraiment une définition rigoureuse, axiomatique du temps, je vais proposer l'idée que le temps soit la réunion de ces 3 notions, réunion de la notion de datation ou chronologie, c'est un peu la même chose, durée et causalité, et c'est une réunion, je dirais, harmonieuse. C'est-à-dire que ces 3 notions que je vais vous présenter, elles ont des relations entre elles, des relations dont on ne s'aperçoit même plus parce qu'elles sont complètement évidentes. Et vous allez voir ce que je veux dire, mais ce sont 3 notions donc, que je dirais qui sont peut-être primaires, plus fondamentales que celles de temps, qui sont en harmonie les unes avec les autres, d'une manière que je vais expliquer. Et pour moi, le temps, c'est ça. C'est la combinaison de ces 3 notions avec l'harmonie qui les relie. Et ce que nous a appris la physique, c'est que ces 3 notions, en fait, on peut d'une certaine manière les définir, mais qu'elles n'ont pas du tout cette harmonie que nous croyons qu'elles ont. Alors, cette notion de temps, encore une fois, nous y sommes tout à fait habitués. Nous vivons avec cette notion de temps qui nous permet de rythmer notre vie, de nous retrouver ici à la même heure, au même endroit. Et elle correspond à peu près à la notion de temps que Newton a introduite dans la physique au XVIIe siècle, après Galilée, et qui, d'une certaine manière, a permis le développement de la physique moderne. On peut dire que la physique moderne, elle est née avec Newton au XVIIe siècle, et qu'un des facteurs qui a permis le développement de cette physique moderne, c'est justement l'introduction par Newton d'un cadre bien précis dans la physique qui se constitue de l'espace et du temps bien définis avec des propriétés qu'il énonce dans son ouvrage qui s'appelle les Principia, et c'est un peu le départ de la physique moderne, et un départ qui va être un énorme succès, puisque cette physique va rencontrer des succès incessants et va devenir une sorte de paradigme pour toutes les autres disciplines, parce que cette physique a tellement bien marché d'une manière qui a tellement surpris les gens à cette époque qu'on s'est dit il faut essayer d'appliquer la même méthode newtonienne à toutes les sciences, à la biologie, à la sociologie, etc. Et c'est devenu un modèle. Et en tout cas, cette notion de temps, il est bien évident, vous le savez tous, qu'elle n'est pas seulement utilisée en physique, et on parle du temps en biologie, on parle du temps en géologie, on parle du temps dans les sciences politiques, les juristes, les historiens, bien entendu, parlent tous du temps. Et d'une certaine manière, chacune de ces disciplines s'approprie un peu sa propre notion de temps, et souvent on entend donc les biologistes parler du temps biologique, les géophysiciens parler du temps géologique, etc., etc. Mais ce que nous dit Newton, c'est qu'il y a un temps universel qui s'écoule pour tout le monde dans l'univers, qui est objectif, et c'est ça la notion de temps, et qui correspond encore une fois à la manière dont nous voyons le temps. Alors, ces 3 propriétés qu'il caractérise. La première, c'est la propriété de datation, comme je l'ai dit. La datation, ça nous est très familier. Quand un événement se produit, un événement, dans l'acceptation courante, on va dire, c'est quelque chose qui se produit à un endroit donné, à un instant donné. Par exemple, voilà, je suis en train de parler dans ce micro, à un endroit précis et à un moment précis, c'est un événement. Il y a à un moment donné une comète qui s'écrase
sur la planète Jupiter, c'est un événement parce que c'est un endroit précis à un moment donné. Il y a une étoile qui explose en supernova quelque part dans l'univers, c'est un événement. Ce que nous dit la physique newtonienne, la physique temporelle, c'est que chaque fois qu'il y a un événement, cet événement a une date. Je ne connais pas forcément cette date. Ça peut être très difficile à trouver quelle est la date de cet événement. Ça peut être très difficile de trouver à quel moment la supernova a explosé, parce que quand j'observe la supernova qui explose, bien entendu, la lumière a mis une certaine durée pour me parvenir. Donc je vois la lumière qui m'arrive. Je sais que la lumière m'arrive maintenant, mais la supernova, quand a-t-elle explosé ? Je ne le sais pas, mais ce que dit la physique, c'est qu'elle a explosé à un moment qui a une date. C'est très difficile de retrouver cette date, mais elle existe. Si en ce moment même, justement, c'est une notion que normalement je ne devrais pas utiliser, mais s'il y a une sonde qui se pose sur la planète Mars, ce que nous dit la physique temporelle, c'est qu'il y a un jour, une heure bien précise où cette sonde se pose sur la planète Mars et je peux mettre cette date finalement en correspondance avec les dates terrestres. Donc l'idée de datation, c'est qu'à chaque événement est associée une date. Et ça a des conséquences très importantes parce que si j'ai deux événements qui se déroulent, voilà, ma supernova qui explose quelque part, la comète qui s'écrase sur la planète Jupiter ailleurs, comme ils ont chacun une date, ça veut dire que je peux comparer les dates. Il y en a une qui est, ou bien elles sont égales, ou bien il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc je peux classer les événements chronologiquement. Soit l'événement A s'est produit avant l'événement B, soit l'événement B s'est produit avant l'événement A, soit ils se sont produits tous les deux en même temps. Et donc, ça veut dire, le simple fait qu'il existe une date associée à chaque événement implique qu'il y a un ordre dans les événements, un ordre chronologique, ce qu'on appelle la chronologie, avant, après ou en même temps. Ça paraît, encore une fois, extrêmement naturel, extrêmement trivial, extrêmement banal, mais je vous avertis tout de suite, la physique nous a dit que c'est pas du tout comme ça dans le monde dès qu'on fait des expériences de précision. Les théories relativistes nous disent on ne peut pas associer une date à un événement. C'est pas qu'on ne peut pas connaître la date, c'est qu'on peut montrer d'une manière rigoureuse qu'il est impossible d'associer une date à un événement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais donc, la datation, c'est la première composante de la physique newtonienne, de la physique temporelle. On peut associer une date, c'est-à-dire un nombre finalement, à chaque événement. Deuxième propriété, la durée. Alors, ce n'est plus les durées des événements, c'est les durées d'un processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus ? C'est une petite histoire, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se déroule. Par exemple, le fait que je parle ici, depuis le début où j'ai pris la parole jusqu'à la fin où je vais rendre le micro, eh bien, on peut dire que c'est un processus, c'est un morceau d'histoire et qui a une certaine durée. Et cette durée, moi, je vais la ressentir, mon cœur va battre un certain nombre de fois, je vais respirer un certain nombre de fois, je vais prononcer un certain nombre de mots et il y a un événement initial qui est le moment où j'ai pris le micro et il y a un événement final qui va être le moment où je vais reposer le micro. Donc une histoire, c'est un processus qui commence par un événement initial, qui se termine par un événement final, et puis qui est une suite d'événements, puisque chaque mot que je prononce, finalement, il est situé dans l'espace et dans le temps, donc c'est un événement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? C'est une suite continue d'événements, avec un événement initial, un début, et un événement final. Et on sait tous qu'une histoire, ça a une durée. Ça a une durée que je peux mesurer avec une montre ou avec n'importe quel instrument qui justement mesure non pas le temps mais les durées. Et je peux la ressentir, je peux la ressentir physiologiquement avec les battements de mon cœur, ma respiration, ma digestion, tout ce que je veux. Je peux la ressentir aussi psychologiquement avec mon esprit. Et je prononce des mots, il me faut un certain temps pour prononcer une phrase et même pour la concevoir. Si j'avais des petits calculs à faire, il me faudrait un certain temps, un certain nombre de secondes pour faire un petit calcul mental. Si je lisais un livre, si je lisais un texte, il me faudrait une certaine durée plutôt pour lire ce texte. Donc il y a le temps que je peux mesurer avec un instrument, il y a le temps psychologique, le temps physiologique, le temps que je ressens aussi, je dirais, dans mon âme. Je ne sais pas trop définir comme ça, mais je ressens un écoulement du temps. Donc, je parle d'écoulement du temps. En fait, tout ça, ce dont je parle, ce sont des durées.
Et chaque histoire a une durée. Nous sommes tous habitués à ça, nous savons ce que c'est que des durées, puisque nous les ressentons et nous les mesurons, et il y a un accord entre ce que nous mesurons et ce que nous ressentons, même si quelquefois il est un petit peu distendu, puisque il y a des heures qui nous paraissent très longues, comme on le sait très bien, et il y a aussi des mois qui passent très vite, surtout les mois d'été. Bon, surtout les mois de vacances. Mais en tout cas, cette notion de durée, nous la connaissons toutes. Et d'ores et déjà, il y a une relation fondamentale entre la datation dont j'ai parlé tout à l'heure et la durée dont je parle maintenant, qui nous paraît encore une fois évidente. C'est simplement que la durée d'un processus, la durée d'une histoire, eh bien, elle est égale à la date de la fin moins la date du début. Bon, c'est évident, on sait tout ça. D'ailleurs, si je veux savoir combien de temps, quelle est la durée de mon exposé, je ne vais pas faire une mesure de durée continuelle, je vais simplement regarder ma montre à la fin, regarder ma montre au début et faire la différence. Donc, il y a une affirmation qui est très forte et qui est caractéristique de l'existence du temps, qui est que la durée d'un processus ne dépend finalement que de l'événement final et de l'événement initial, et la durée est égale à la différence entre les dates de l'un et de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est tous évident. On l'utilise sans arrêt, cette propriété, lorsqu'on parle de durée. Et lorsqu'on parle de mesure de durée, en fait, bien souvent, on mesure la date à la fin ou l'heure, et la date au début, on fait la différence. Eh bien, cette propriété disparaît complètement en relativité. Et je vous expliquerai un petit peu comment. Donc, première propriété, datation, durée. Et vous voyez le lien intime entre les deux. Il est tellement intime que dans la plupart du temps, on confond complètement les deux choses. Mais ici, précisément, je les distingue pour qu'on puisse comprendre après que ce lien n'est pas du tout un lien nécessaire et qu'il n'existe pas dans le monde réel. Troisième propriété, c'est la causalité. Le mot a déjà été prononcé et il est complètement fondamental dans la physique, mais aussi dans toutes les disciplines, je pense, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur, quelle que soit la discipline? Finalement, on cherche en général à expliquer les choses, ou on cherche à comprendre les choses. Et comprendre ou expliquer, bien souvent, c'est arriver à trouver quelles sont les causes d'un phénomène. C'est-à-dire quelque chose se produit, c'est surprenant, c'est beau peut-être, si c'est la vie est belle, n'est-ce pas? Et quelle est la cause de tout ça? Donc on cherche s'il ne peut pas y avoir un événement qui est la cause. Par exemple, est-ce qu'on peut dire de certains événements qui seraient des événements cosmiques qu'ils sont des causes de l'apparition de la vie sur Terre? Ça, c'est une question, je pense, à laquelle on va s'intéresser tout à l'heure. Eh bien, il y a quelque chose qui doit être évident à chacun de vous, c'est que si on pense que tel événement cosmique, par exemple l'explosion d'une supernova quelque part, est une des causes de l'apparition de la vie sur Terre, parce que, par exemple, cette explosion a envoyé certains éléments qui étaient nécessaires à l'apparition de la vie, eh bien, si on pense que cette explosion est une des causes, eh bien, cette explosion a dû se produire avant, chronologiquement. Autrement dit, il y a une relation causale. L'explosion est une cause de l'apparition de la vie, mais qui se confond avec une relation chronologique. L'explosion s'est produite avant l'apparition de la vie. Et finalement, dans notre conception habituelle, et qui est aussi la conception newtonienne, cette relation chronologique et cette relation causale, elles sont identiques. Autrement dit, on ne les distingue plus. Et c'est pour ça que, bien souvent, on ne fait encore une fois pas la différence, parce que causalité ou chronologie, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Ceci s'est produit avant cela, donc ceci est une cause possible de cela. Il y a une identité entre causalité et chronologie. Mais cette identité, finalement, je dirais, elle est trompeuse, parce que ce dont on s'aperçoit également dans la physique, c'est que la causalité et la chronologie sont deux choses bien différentes. Alors, je reprends un petit peu tout ça pour faire la synthèse, et voilà la notion du temps que je propose. La notion du temps que je propose, c'est finalement cet amalgame entre ces trois notions de datation, de durée et de causalité, avec ces relations très intimes que j'ai exposées. C'est presque la même chose. Datation, durée, causalité, c'est presque la même chose. Alors, très rapidement, je vais vous parler de ce que dit la physique quand même d'aujourd'hui. Eh bien, la première chose qu'elle dit, c'est que la notion de datation n'existe pas et ne peut pas exister dans l'univers. Et ça, finalement, c'est la première chose qu'Einstein a découverte
et qui est à l'origine de ces théories de la relativité. D'abord la théorie de la relativité restreinte qu'il a exposée en 1905, puis ensuite la théorie de la relativité générale qui est venue 10 ans plus tard. Et le message essentiel de cette théorie de la relativité restreinte, bon, on pourrait dire, enfin, qui va être valable pour les deux, hein, restreinte et générale, disons de la physique einsteinienne, le message essentiel, on pourrait dire c'est le temps n'existe pas, mais on pourrait dire d'abord c'est la chronologie n'existe pas, et non seulement n'existe pas, mais ne peut pas exister. Et comment Einstein s'en est aperçu? Einstein s'est intéressé à la notion de simultanéité. Est-ce qu'on peut dire si oui ou non deux événements sont simultanés? Est-ce qu'on peut dire si deux événements se déroulent en même temps? Est-ce que ça a un sens de se demander si l'explosion de la supernova s'est déroulée au même moment où la comète s'écrase sur Jupiter? Est-ce que ça a un sens si se demander, est-ce qu'il y a un sens à se demander si la sonde se pose sur la planète Mars au même moment où je suis en train de boire un verre d'eau ici sur la Terre? Est-ce que cette question peut avoir un sens? Alors, cette question, Einstein se l'est posée dans le cadre de sa théorie qu'il était en train de mettre au point, et il s'est aperçu que dans la vie courante, lorsqu'on veut savoir si deux événements sont simultanés, il y a des sortes de protocoles. On fait des mesures avec des signaux qu'on reçoit, on calcule des temps, etc. Donc on est capable, dans la vie courante, de mesurer si deux événements sont simultanés ou non. Et en général, on le fait avec une précision limitée. Et Einstein s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut faire une mesure de simultanéité, ou plutôt une mesure qui nous permet de répondre à la question est-ce que deux événements sont simultanés, avec une bonne précision, en tenant compte du fait que la lumière se propage toujours à la même vitesse, en tenant compte de tout ce qu'on avait appris à l'époque. Eh bien la réponse est non. Einstein nous dit il est impossible de dire que deux événements sont simultanés ou non. Et pour préciser encore plus, Einstein nous dit il y a une procédure qui permet de déterminer si deux événements sont simultanés ou non. Si moi j'applique cette procédure, je vais par exemple en conclure que les deux événements sont simultanés. Si Jean-Noël applique la même procédure, il va en conclure que A s'est déroulé avant B. Et si François applique la même procédure, il va en déduire que B s'est déroulé avant A. Donc, si on essaye de répondre à cette question, on applique la procédure rigoureuse, on a des réponses contradictoires. Et qui est le plus légitime, François, Jean-Noël ou moi? On est strictement égaux du point de vue de la physique. Donc, il n'y en a pas un qui a plus raison que les autres. On a tous les trois raison ou on a tous les trois torts. Ce qui veut dire finalement que la question n'a aucun sens. Et donc Einstein montre par un raisonnement logique qu'il est absolument impossible de donner un sens à la déclaration que deux événements sont simultanés ou non simultanés. Donc ça n'a pas de sens et ça ne peut pas avoir de sens. Il n'y a aucun moyen dans la physique de donner un sens à ceci. Mais si la datation existait, ça voudrait dire que les événements ont des dates. Et leurs dates, ou bien elles seraient égales ou non. Donc la question de savoir s'ils sont simultanés ou non aurait une réponse. Et comme ils n'en ont pas, ça veut dire que la date ne peut pas exister. Donc Einstein a démontré d'une manière très simple et très rigoureuse qu'il était impossible de définir une chronologie dans l'univers. Tout ça, bien sûr, dès qu'on demande une certaine précision. Si on ne s'intéresse pas à la précision, on va dire oui, en ce moment, il se passe ceci sur la planète Mars, ceci dans le Soleil, il n'y a aucun problème. Mais on s'aperçoit que quand on demande une bonne précision, ces questions, non seulement elles sont impossibles à résoudre, mais il est impossible de leur donner un sens. Et aujourd'hui, j'anticipe un peu, mais avec les moyens de mesure du temps que nous avons, avec les horloges atomiques, eh bien, il est même impossible de répondre à la question, quand on demande une précision qui est la meilleure précision qu'on peut obtenir, à l'intérieur d'un même bâtiment, il est impossible de décider si oui ou non deux événements sont simultanés ou pas, avec deux événements qui pourtant vont se dérouler à une distance de quelques mètres. C'est un effet de la relativité. Donc cette notion de simultanéité, il faut l'abandonner. Et la notion de chronologie, il faut l'abandonner. Alors maintenant, la notion de durée, elle est parfaitement bien définie en relativité. C'est-à-dire, toute histoire, tout processus a une durée. Mais on va changer un peu le vocabulaire, on appelle ça une durée propre. Et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle durée propre. Alors, rappelez-vous que quand on était dans la physique newtonienne, dans la physique temporelle,
une histoire a une durée, et que cette durée, elle était en relation avec la chronologie. Maintenant, je vous dis que même dans la physique einsteinienne, les histoires ont des durées, plutôt des durées propres. Est-ce qu'elles sont en relation avec la chronologie? Il n'y a pas de chronologie. Donc, il ne peut pas y avoir de relation entre les durées et la chronologie. Et effectivement, les durées sont quelque chose de parfaitement bien défini dans la physique einsteinienne. Toute histoire, encore une fois, a une durée propre, mais elle n'est liée à aucune chronologie. Et ça a une conséquence, c'est que cette propriété fondamentale que je vous ai énoncée tout à l'heure et qui nous est si familière, que la durée d'une histoire ne dépend que de l'événement initial et de l'événement final, ceci n'est plus du tout vérifié en relativité. Et celui qui l'a illustré de la manière la plus frappante, c'est le physicien français Langevin qui a inventé une petite histoire, qui est l'histoire des jumeaux de Langevin. Je crois que je l'ai déjà racontée ici, mais je vais la reprendre parce qu'elle est très simple. On imagine des jumeaux qui vont vivre... disons qu'ils vivent finalement la même histoire depuis leur naissance jusqu'à 18 ans, ils sont élevés ensemble, mais à 18 ans, leurs histoires vont se séparer, puisqu'il y en a un qui va rester sur Terre et l'autre qui va aller voyager dans l'espace. Et ils se séparent le jour de leur 18e anniversaire commun, et il y en a un qui va rester sur Terre, l'autre qui va vivre dans l'espace, et puis il revient, après avoir fait un grand voyage en atteignant des vitesses importantes dans ce voyage, dans sa fusée. Et ils se retrouvent beaucoup plus tard, et quand ils se retrouvent, il y a un des jumeaux qui a 20 ans et l'autre jumeau qui a 50 ans. Donc ils vont fêter leur anniversaire commun, ils se retrouvent, ils s'embrassent, et il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 50 ans. Donc il y en a un qui a vécu 10 ans, son histoire a duré 10 ans, dans tous les sens du terme. S'il a compté ses battements de cœur, sa respiration, le nombre de livres qu'il a pu lire, le nombre de calculs mentaux qu'il a pu faire, tout ce que vous voulez, les tours de sa montre, son sablier, il a pu utiliser n'importe quel moyen du temps. Il a vécu 10 ans dans tous les sens du terme. L'autre a vraiment vécu 30 ans dans tous les sens du terme. Donc vous avez deux histoires qui commencent par le même événement, qui finissent par le même événement quand ils se retrouvent, et qui ont des durées complètement différentes. Alors, ceci n'a pas été expérimenté par des êtres humains, parce que si on voulait faire l'expérience, il faudrait avoir une fusée qui nous emmène à des vitesses très rapides, qui nous ramène à des vitesses très rapides. Pour avoir des vitesses très rapides, il faut des accélérations très rapides. Ça demande beaucoup d'énergie. Pour le moment, on est très loin d'avoir des possibilités techniques qui nous communiquent des vitesses comparable à celle de la lumière. Et en plus, l'organisme humain, ça on en entendra sûrement parler demain par Jean-Pierre, est incapable de subir des accélérations au-delà d'une certaine limite. Donc, ce genre de choses n'arrivera pas dans la réalité. Mais on a fait l'expérience avec des horloges atomiques. L'expérience, elle est faite sans arrêt des millions de fois chaque jour dans les accélérateurs. On l'a faite avec les rayons cosmiques. On fait le même genre d'expérience en analysant les données astronomiques. Donc, c'est quelque chose qui, maintenant, est très bien établi. Les durées des histoires sont très bien définies, mais des histoires qui ont le même début et la même fin peuvent avoir, et ont dans la pratique le plus souvent, ont toujours des durées très différentes, sauf que quand on regarde nos histoires à nous, bon, par exemple, il y a un an, on était tous là, au moins, disons Jean-Noël, François et moi, il y a un an exactement. Et on se retrouve ici. Donc voilà 3 histoires qui ont le même début, un an plus tôt, et la même fin. Et en fait, nous n'avons pas vécu la même durée. Disons, moi j'ai vécu un an, François a vécu un an, peut-être plus une petite fraction de seconde, et Jean-Noël, moins une petite fraction de seconde. Pourquoi ? Parce qu'on a voyagé, parce qu'on a été un petit peu dans des endroits en altitude ou quelque chose comme ça. Bon, ces fractions de seconde sont complètement imperceptibles. Mais si on s'était baladé avec des horloges atomiques, eh bien, on serait capable de voir qu'on n'a pas vécu la même durée. Et si, au lieu de prendre le bateau, la voiture, l'avion, on avait pris des fusées qui vont à des vitesses comparables à celles de la vitesse de la lumière, on s'apercevrait que les différences, ce n'est pas des microsecondes, mais c'est peut-être des jours, voire des semaines. Donc, c'est quelque chose qui est bien établi. Donc, en physique einsteinienne, on n'a pas de chronologie, on n'a pas de datation, on a des durées propres qui sont parfaitement bien définies, mais avec cette propriété qui est un peu contraire à notre intuition. Et on a aussi une causalité qui est très bien définie, mais qui est différente de la causalité newtonienne, de la causalité temporelle.
Rappelez-vous, cette causalité temporelle, elle se confond avec la chronologie. En physique einsteinienne, il n'y a pas de chronologie, donc la causalité ne peut pas se confondre avec la chronologie. Mais cette causalité a quand même des points communs avec la causalité newtonienne. C'est également une relation d'ordre, comme le disent les mathématiciens. C'est un ordre entre les deux événements. Rappelez-vous, il s'agit de savoir si un événement A est antérieur causalement à un événement B. En physique newtonienne, antérieur causalement, c'est la même chose qu'antérieur chronologiquement. En physique einsteinienne, c'est un petit peu différent parce que cette fois, il y a 3 possibilités. Si vous avez 2 événements A et B, ou bien A est antérieur causalement à B, ou bien B est antérieur causalement à A, ça ne nous étonne pas. Mais il y a une 3e possibilité aussi, c'est que A et B n'ont aucune relation causale entre eux. J'essaye de m'expliquer. Supposons que, en ce moment, je mets des guillemets parce que vous avez bien compris que ça ne veut rien dire, supposez qu'en ce moment, il y ait, mettons, voilà, une comète qui s'écrase sur le Soleil. Eh bien, est-ce qu'il y a un lien causal entre cet événement qui se produit en ce moment et ce que je vous dis? Il ne peut pas y en avoir, parce que l'image de cette comète s'écrasant sur le Soleil ne m'arrivera que dans 8 minutes. Donc je ne pourrai le savoir que dans 8 minutes. Donc je ne peux pas en parler maintenant. Donc il ne peut pas y avoir de lien causal entre cet événement qui se produit maintenant et ce que je dis maintenant. Et de la même manière, ce que je dis ne peut pas influencer la comète qui s'écrase sur le Soleil. Bon, ça vous vous en doutiez. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de lien causal entre les deux. En revanche, il y a un lien causal entre cette comète qui s'écrase maintenant dans le Soleil et puis ce que je vais dire dans 8 minutes, parce que dans 8 minutes, je vais voir la comète, je vais dire « Ah, une comète qui s'écrase sur le Soleil ». Et là, il y aura bien un lien causal. Donc, l'événement, la comète qui s'écrase maintenant et moi qui parle maintenant, pas de relation causale. En revanche, l'événement, la comète s'écrase maintenant et ce que je vais dire dans 8 minutes, là, il y a un lien causal. Donc vous voyez, il y a une propriété qui est toute naturelle maintenant quand on sait que la vitesse se propage à la vitesse finie, qui est qu'il existe des événements qui sont non causalement liés. Et les mathématiciens appellent ça un ordre partiel, alors que l'ordre chronologique ou l'ordre causal newtonien, c'était un ordre total. Alors, j'essaye d'un peu de synthétiser. On est parti de la physique newtonienne, avec 3 propriétés, datation, durée, causalité, qui sont différentes, je dirais, conceptuellement, mais qui finalement se confondent, et en les confondant, en les synthétisant, on arrive à définir une sorte de notion globale qui s'appelle le temps. Et c'est ça que j'appelle personnellement le temps. Quand on est dans la physique einsteinienne, plus de datation, des durées propres très bien définies, des causalités très bien définies, et ce que je n'ai pas encore dit, mais que je dis maintenant, c'est qu'il n'y a aucun lien entre causalité et durée propre en physique einsteinienne. Ce sont 2 notions complètement disconnectées. Il n'y a aucune parenté entre elles, elles sont décrites par des objets différents dans l'espace-temps, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est 2 notions totalement indépendantes. Donc, on est dans une situation où sur les 3 notions de base constitutives du temps, on n'en a plus que 2, et elles n'ont aucun lien entre elles. Et c'est pour ça que je dis que cette notion de temps n'est pas vérifiée, n'est pas applicable dans le monde dès qu'on est dans le monde où l'on demande de la précision, dès que l'on est dans le monde où les objets se déplacent un peu rapidement, ou sont soumis à des champs gravitationnels un petit peu importants, parce que tout ceci, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça dépend aussi des champs gravitationnels qui sont en jeu. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que notre conception du temps, elle est toujours finalement valable. On arrive à vivre de manière sociale avec une conception du temps qui est commune. Parce qu'en fait, vous avez bien compris, tout ce qui existe de manière un petit peu objective, ce sont les durées propres de toutes les histoires que nous vivons. Et bien, c'est tout simplement que quand on regarde avec la précision, disons, de nos montres, même si on a des montres très sophistiquées, des horloges très sophistiquées, tant qu'on n'a pas des horloges atomiques vraiment qui donnent le top de précision, tant qu'on ne se déplace pas très rapidement, eh bien, dans cette approximation, nous vivons tous la même histoire. C'est-à-dire que même si on monte dans un avion supersonique demain et qu'on fait le tour de la Terre, on va aller à 1 millionième de la vitesse
de la lumière, et les effets de différence de durée entre nos histoires vont être 1/1000e de millionième. Vous voyez, ça passe au carré. Donc, c'est complètement négligeable. Et dans la vie de tous les jours, nous vivons tous la même histoire. Donc, on n'a qu'à se servir des durées propres de cette histoire qui sont communes à nous tous. Et on va appeler ça comment ? On va l'appeler le temps universel. Et c'est exactement ça que Newton a appelé le temps universel. Mais attention, quand on veut un peu de précision et qu'on va s'intéresser à une sonde spatiale ou à ce qui se passe sur une autre planète, ça ne va plus marcher. Et par exemple, vous avez tous utilisé les systèmes GPS en voiture ou en randonnée qui vous permet de vous positionner en interrogeant des satellites, en envoyant des signaux sur les satellites. Bon. Eh bien, si on faisait l'hypothèse que le temps se déroule, le même temps est valable, le temps universel, sur la Terre et dans le satellite, il est absolument impossible d'utiliser le système GPS. Et les ingénieurs de la NASA avaient au début fait un programme où ils faisaient comme si le temps existait à la manière newtonienne, à la manière normale. Et là, quelques physiciens leur ont dit, mais vous savez, il faut faire autrement. Et finalement, il y a eu les 2 programmes d'analyse qui ont été implantés dans le système GPS au début. Et on s'est aperçu que le système où on supposait que le temps existait, disons, à l'échelle du système des satellites, il ne marchait pas du tout. Il donnait des dérives c'était des dizaines de mètres en quelques heures. Donc vraiment absolument inapplicable. Donc ce n'est pas seulement, disons, une manière de parler, ce n'est pas seulement une question de vocabulaire à redéfinir, ce sont des objets bien réels. Alors, il faut peut-être se rassurer un peu et se dire que la relativité, s'il n'y a plus l'espace, s'il n'y a pas le temps, ce n'est pas pour ça que tout s'écroule. Parce que elle nous propose un concept finalement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus solide, qui s'appelle l'espace-temps. Alors, je ne vais pas définir ici ce que c'est que l'espace-temps. Peut-être ça sera le sujet de l'année prochaine, hein, Jean-Noël. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant dans la mesure où ça permet finalement de formaliser tous les problèmes de la physique, notamment tous ces problèmes d'échange de signaux, de savoir quelles sont les relations entre les événements, d'une manière très élégante et très simple finalement à résoudre. Et quand on s'aperçoit qu'on reformule toute la physique qu'on formulait avant dans le cadre newtonien avec l'espace et le temps, qu'on la reformule dans ce cadre-là, toutes les lois deviennent plus simples. Et non seulement elles deviennent simples, mais elles deviennent presque des évidences. Alors, pour vous expliquer ça, il faudrait encore pas mal de temps, mais vous pouvez me faire confiance. C'est finalement une physique, cette physique sans l'espace et le temps, qui est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus logique, beaucoup plus naturelle que la physique avec l'espace et le temps. Et je dirais, ça c'est quelque chose qui nous conforte. Et on disait tout à l'heure la belle vie, mais il y a aussi la belle physique. Et la relativité, vous avez sans doute déjà entendu dire ça, que la relativité c'est une belle théorie. Pourquoi c'est une belle théorie ? Parce que quand on passe de la physique newtonienne avec l'espace et le temps et qu'on cherche à exprimer les choses dans l'espace et dans le temps, donc quand on passe de cette physique à la physique einsteinienne où il n'y a plus le temps et l'espace, mais où il y a l'espace-temps, eh bien, les lois deviennent beaucoup plus simples, les équations deviennent beaucoup plus simples. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcul à faire, et peut-être des calculs compliqués, mais conceptuellement, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus naturel. Et une fois qu'on a goûté à ça, en tant que physicien et que mathématicien, d'une certaine manière, on ne peut plus s'en passer, parce qu'il y a une certaine beauté. Alors, je vois Jean-Noël qui se lève là-bas au fond, ça veut dire que la durée continue à s'écouler. Mais une dernière petite chose, parce que ce qu'on se dit quand même, c'est que peut-être bien quand même que le temps, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il y a aujourd'hui au moins un physicien qui est à contre-courant, qui s'appelle Lee Smolin, qui dit, c'est vrai que jusqu'ici, la physique fonctionne sans le temps, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réintroduire dans la physique quelque chose qui ressemble au temps ? Est-ce que ça ne nous aiderait pas ? Et donc, il est un peu à contre-courant, et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Time Reborn en anglais, je sais pas quel est ça a été traduit, mais je ne sais pas quel est le nom français, le titre français. Et il propose finalement, tout en gardant, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, mais de rajouter une espèce de loi fondamentale à la physique, qui est de dire, finalement,
il existe quelque chose en plus qui serait en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le temps cosmique. Alors le temps cosmique, si vous avez fait de la cosmologie, si vous vous intéressez à la cosmologie, vous savez que c'est quelque chose que l'on utilise sans arrêt, au moins dans les discours de vulgarisation, pour repérer les événements de l'univers. Telle galaxie a vécu il y a 5 milliards d'années, telle autre galaxie s'est formée il y a 10 milliards d'années, l'univers a 13 milliards d'années. Bon, tout ça, en fait, ce n'est pas du temps, ce sont des durées. Ce sont des durées. On parle de temps cosmique, c'est effectivement important, mais il faut savoir que ce n'est pas du temps. Par exemple, juste un petit exemple, si vous avez un phénomène qui se produit dans l'univers, par exemple une étoile qui va naître, qui va vivre et qui va mourir, parce que les étoiles, vous savez, naissent, vivent et meurent, eh bien, la vie de cette étoile aura une durée, qui peut être par exemple 1 milliard d'années. Eh bien, la durée de la vie d'une étoile n'est pas du tout égale à la différence du temps cosmique à sa mort, son explosion, et à sa naissance. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On manipule des notions, quelquefois, qui rappellent le temps, qui ressemblent au temps, mais ce n'est pas du temps, et il faut faire attention. Et donc, la grande question, c'est... Vous savez peut-être, j'ai déjà parlé de ça, qu'aujourd'hui, nous cherchons quand même une physique un peu nouvelle, parce que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de la physique que nous avons aujourd'hui, qui repose de manière un peu disparate sur 2 piliers. D'un côté, la relativité, l'autre, la physique quantique. Donc on cherche une nouvelle physique. Il y a des gens qui parlent de gravité quantique, d'autres de théorie des cordes, d'autres de géométrie non commutative. J'ai déjà parlé un peu de tout ça, mais on pourra peut-être en reparler aussi une autre fois. Mais la grande question qui se pose, c'est quel va être le statut du temps dans cette nouvelle physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une tendance à aller encore plus loin dans le renoncement au temps, c'est-à-dire vous voyez que la physique d'aujourd'hui a renoncé au temps, mais garde quand même ces notions de causalité, de durée, qui nous évoquent quand même ce qui est temporel. Donc il y a une grande tendance à aller encore plus loin dans la remise en question du temps, mais il y a en même temps une autre tendance qui n'est pas contradictoire, mais qui est complémentaire, qui est de définir des notions un peu nouvelles, d'essayer de redéfinir le temps, mais à partir de l'histoire des objets eux-mêmes. Alors je sais, c'est un petit peu confus sans doute ce que je dis, mais ça a un sens assez précis. C'est-à-dire que finalement, chaque objet a une histoire, et c'est par son histoire, par son évolution, que l'objet crée les durées qu'il concerne. Et peut-être c'est la même chose que pour nous. Et je vais finir par là, parce que finalement, tout ceci part de la notion du temps que nous avons de manière, je dirais, intime, le temps que nous ressentons. Et ce temps que nous ressentons, comment se fait-il que nous le ressentions ? Par exemple, je ressens l'écoulement du temps parce que je me souviens que hier, j'étais pas ici, j'étais à Paris, et qu'il y a 1 an, j'étais ici, et je me souviens que c'était dans le passé. Donc j'ai une mémoire. Et finalement, je me souviens que j'ai vécu dans le passé. Et c'est ça qui me donne l'impression, peut-être l'illusion de l'écoulement du temps. En tout cas, c'est quelque chose de personnel. Et on s'aperçoit, quand on retrace finalement le cheminement qu'a suivi Newton pour introduire le temps dans la physique, que presque sûrement, il est parti de cette impression personnelle que nous avons chacun d'un écoulement du temps, ou plutôt des durées, et que finalement, il s'agit d'essayer de fusionner toutes nos impressions personnelles en émettant l'hypothèse du temps universel, en émettant l'hypothèse que c'est un temps commun qui s'écoule pour tout le monde. Mais finalement, ce qui est fondamental, c'est vraiment ce temps universel. Et donc la question, c'est est-ce que ce temps intime que nous ressentons, dont nous ressentons ce qu'on appelle le passage du temps, la fuite du temps, tout ce que vous voulez, est-ce que ça n'est pas tout simplement une création de notre esprit, une création de notre âme ? Je ne sais pas, enfin c'est une question que je vais poser plutôt aux philosophes, mais voyez que la physique semble aller dans ce sens. C'est-à-dire le temps, peut-être le mot illusion est un peu fort, mais c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes et que nous projetons sur la réalité. Autrement dit, le temps ne s'écoule pas, c'est nous-mêmes qui écoulons notre existence dans quelque chose qui s'appelle l'espace-temps, et cet écoulement de notre propre existence, nous le repérons nous-mêmes avec cette notion que nous créons et qui est ce temps qui nous est personnel, mais qu'ensuite nous fusionnons pour recréer cette notion de temps universel. Bon, beaucoup de questions que je vous pose. Merci.
Merci beaucoup. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer, mais malheureusement, l'aiguille a tourné. Nous passons donc aux questions du public. Nous allons prendre 3 questions. Gare à chacun d'entre vous au temps qui passe dans la formulation de votre question. Je vous remercie. Notre rapport au réel dépend largement de l'échelle et de l'instrument que nous utilisons pour atteindre à différentes échelles ce réel. Lorsque nous descendons au niveau des particules, est-ce qu'on ne peut pas retrouver la notion de simultanéité avec le phénomène d'intrication des particules ? Je croyais que ça allait être Jean-Noël qui poserait cette question, mais vous l'avez posée avant lui. Bon, alors là, c'est une question qui est un peu difficile parce que vous introduisez cette notion d'intrication qui est une notion de la physique quantique. Or, ce qu'il faut savoir, que je me suis bien gardé de dire parce que je ne voulais pas trop compliquer les choses, c'est que les notions de type temporel, spatial, spatio-temporel sont différentes dans le domaine relativiste et dans le domaine quantique. Pour le dire d'une autre manière, quand on est dans le domaine quantique et qu'on s'intéresse finalement aux particules, etc., en général, le type de mesure, le type d'expérience que l'on fait ne nécessite pas, parce qu'on n'a pas besoin d'une précision temporelle diabolique, ne nécessite pas de rentrer dans ces considérations-là. Et donc, quand on fait de la physique quantique, en général, on peut faire comme si les conceptions newtoniennes du temps étaient toujours valables, un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Bon, cela dit, la question que vous posez, c'est une question que se posent beaucoup les physiciens, parce que, comme je vous l'ai dit, on essaye aujourd'hui de remettre ensemble physique quantique et physique relativiste, et comme cette notion d'intrication, alors malheureusement j'ai peur qu'il y ait certaines personnes dans le public qui ne connaissent pas cette notion d'intrication, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut expliquer d'une manière simple en 2 minutes, mais disons que ce qu'on appelle l'intrication, c'est le fait que ce que nous verrions dans la vision courante, comme par exemple un système de 2 particules, 2 électrons, dont un électron est ici et un électron est là, en fait, la physique quantique nous dit que ce système dont on a envie de dire qu'il est composé de 2 parties, c'est un seul système qu'on ne peut pas séparer. C'est-à-dire si on touche à un électron, on touche aux 2 en même temps. Ils sont intriqués, on ne peut pas les séparer d'une manière conceptuelle. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement que d'une certaine manière, si on touche à l'électron, alors je le dis d'une manière très imagée, s'il y avait un physicien quantique dans la salle, il me dirait ce que tu dis n'est pas correct, mais c'est une espèce d'image. On touche à l'un, aussitôt l'autre est modifié. Et quand je dis aussitôt, ça paraît tout à fait paradoxal, puisque ce que nous dit la relativité, c'est que rien ne peut se propager plus vite que la lumière. Et là, si je dis aussitôt, c'est comme une sorte de propagation instantanée. Donc il y a eu des livres, des colloques, tout ce que vous voulez, des articles, mais des centaines et des milliers sur cette question. Est-ce qu'il y a compatibilité entre ce phénomène de l'intrication et la relativité générale ? Et c'est un sujet qui est toujours entre la relativité tout court, d'ailleurs, est-ce restreinte ou générale, peu importe dans ce cas-là. C'est un sujet qui est toujours très actuel, qui touche à vraiment des problèmes fondamentaux. Mais là, je ne peux pas vous répondre vraiment sans rentrer dans la problématique de la physique quantique. De toute façon, personne ne pourrait vous répondre aujourd'hui, vous donner une réponse claire, parce que, comme je vous le dis, c'est un problème qui est en suspens. Et pour vous dire, par exemple, à quel point il est actuel, il y a eu quelques mois une proposition dont on parle beaucoup, une suggestion dont on parle beaucoup de quelques physiciens, qui s'appelle ER égale EPR. Alors, tout ça, c'est des lettres, mais EPR, c'est des initiales qui veulent dire Einstein, Podolsky, Rosen, qui sont les initiales de 3 auteurs, dont Einstein, donc, qui en 1900, je crois que c'est 31, ont proposé un article qui est très très célèbre, peut-être un des articles les plus célèbres de l'histoire de la physique, donc qu'on appelle l'article EPR, où il s'intéresse justement à ce phénomène d'intrication. Donc quand on utilise les 3 lettres EPR, c'est pour se référer au phénomène d'intrication. Et quand on utilise les lettres ER, c'est quelque chose de différent. C'est aussi un travail de Einstein et de Rosen, les 2 mêmes physiciens, mais complètement différents, justement à propos de la structure de l'espace-temps et à propos de certaines structures de l'espace-temps, certains désordres de la structure causale
qu'on appelle les ponts d'Einstein-Rosen et qu'on appelle dans un langage plus familier les trous de verre. Et un trou de verre, c'est quelque chose qui relierait une zone de l'espace à une autre en permettant cette chose bizarre qui s'appelle le voyage dans le temps. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais jusqu'à il y a quelques mois, tout le monde pensait que c'était deux choses dans deux domaines de la physique complètement différents et qui n'avaient aucun rapport. Et donc, un article, il y a quelques mois, donc, qui a fait beaucoup de bruit, qui suggère que, précisément, quand deux particules sont intriquées, c'est-à-dire quand on a deux systèmes, ce qu'on aurait envie de considérer comme deux systèmes qui en fait n'en forment qu'un puisqu'il y a cette sorte d'interaction, eh bien ils sont reliés par un trou de verre dans l'espace-temps. Bon, c'est une suggestion, c'est très difficile à mettre en œuvre, peut-être ça n'aura pas d'avenir cette idée-là, mais n'empêche, les gens discutent, il y a quelque chose d'intéressant là derrière. Voilà, c'est pour vous dire simplement que c'est un sujet qui occupe toujours tout le monde, qui est fondamental et qui touche à des choses très profondes et que les gens vont chercher des solutions quelquefois très bizarres, mais peut-être que des solutions bizarres vont se révéler être les bonnes. J'espère bien un jour parvenir à inviter Alain Spey, qui justement a démontré cette corrélation dans les paires de photons. Et tout récemment également, j'ai vu un physicien dont le nom m'échappe, mais je crois que c'est Guillemont, qui, lui, a démontré, au travers de travaux collectifs, qu'il y avait non seulement parité dans l'espace, à savoir qu'effectivement, un photon ici, un photon là-bas, on en chatouille un, l'autre rigole en même temps. Et cette parité pouvait s'observer également dans le temps. C'est-à-dire que deux photons émis, une paire de photons émis, mais l'un faisant son histoire, l'autre son autre histoire, ce qui arrive à l'un influe sur le futur ou le passé de l'autre et inversement. Enfin, c'est quelque chose, il vaut mieux prendre du Prozac avant pour écouter ça. Et j'espère bien avoir un jour la possibilité de vous présenter ces deux personnages. Une deuxième question ? Merci. Alors, moi j'ai une question pour relier un petit peu la vie avec le temps. Parce que, alors c'est vrai que vous avez fait une allusion tout à l'heure à la durée de vie d'une étoile. Bon, alors il se trouve que j'ai appris récemment que notre Soleil avait une espérance de vie d'une dizaine de milliards d'années, ce qui serait très important à l'échelle de l'univers, puisque la durée moyenne d'une étoile, ça serait plutôt 1 milliard d'années, les très grosses étoiles ayant une vie d'une centaine de millions d'années, donc c'est relativement courte. Et donc, si on envisage la vie extraterrestre, je me posais la question, dans un champ gravitationnel comme le nôtre, avec 1 G, on a une espérance de vie de l'ordre de la centaine d'années, et puis notre espèce humaine, elle a une vie de 2 millions d'années. Est-ce qu'on pourrait envisager que sur une étoile moyenne de 1 milliard d'années, s'il y a des êtres vivants, ils ont des champs gravitationnels bien plus forts, donc peut-être qu'ils auront moins de battements de cœur dans leur vie, etc. Et peut-être qu'aussi, la durée de vie de cette espèce sera beaucoup plus courte. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas la chance, nous, sur notre petite étoile, le Soleil, d'avoir dans l'univers une durée de vie particulièrement longue par rapport aux autres espèces, en moyenne en tout cas? Alors, je ne crois pas, parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre... Reprenons l'expérience des jumeaux, si vous voulez. Et l'expérience des jumeaux, on a des différences de durée qui ne sont pas dues à des champs gravitationnels, qui sont dues à des vitesses différentes, mais ça ne change rien au processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque jumeau vit de manière parfaitement normale. C'est-à-dire qu'en supposant que le voyage dure plus longtemps avec des fusées qui ont plan, chaque jumeau aura son espérance de vie, mettons, je ne sais pas combien c'est, de 70 ans. Donc chaque jumeau va vivre 70 ans de manière parfaitement normale. Il vivra 70 années parfaitement normales avec son cœur qui bat au rythme normal, etc. Et c'est vrai que quand ils vont se retrouver... S'ils se retrouvent, il se peut que les 70 ans soient écoulés pour l'un, alors que 10 ans seulement se sont écoulés pour l'autre. Mais n'empêche que chacun va vivre de manière parfaitement normale. Et il n'y a jamais de choses qu'on pourrait appeler allongement des durées ou raccourcissement des durées ou allongement des rythmes ou raccourcissement du temps. C'est des formules que l'on voit malheureusement dans les bouquins, mais qui ne donnent pas le sens des choses. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le temps s'écoule... Les durées s'écoulent toujours de manière normale. La seule chose qui peut changer, c'est la manière dont on perçoit une durée. Par exemple, je vous donne un exemple. Prenons une étoile dont la vie
est de 1 milliard d'années. Cette étoile vit 1 milliard d'années, et ce milliard d'années correspond aux réactions nucléaires qui se produisent dans l'étoile, l'épuisement du combustible, tout ça est très très bien compris. Et supposons que je puisse observer cette étoile, parce qu'elle est observable, que j'observe sa naissance et que j'observe sa mort. Cette étoile, peut-être qu'elle a bougé entre sa naissance et sa mort. Alors, peut-être qu'elle est dans un champ gravitationnel. Donc, je peux voir sa naissance et voir sa mort. Peut-être je peux, entre le moment où j'observe sa naissance et le moment où j'observe sa mort, va se dérouler pour moi peut-être un siècle. Donc, je vois cet événement qui est le début de la vie de l'étoile et je vois l'autre événement qui est la mort de la vie de cette étoile, alors qu'entre les deux événements, il y a une histoire qui dure 1 milliard d'années. Moi, je vois ces deux événements avec une séparation de, mettons, combien je vous ai dit, 2 siècles. Le rapport entre le milliard d'années et les 2 siècles, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Ça veut simplement dire que la durée d'un phénomène n'a rien à voir avec la durée qu'il me faut pour percevoir le phénomène. Mais ça veut dire aussi que ce qui s'est passé dans l'étoile, elle a vécu les lois de la physique avec des lois physiques qui se produisent exactement de la même manière que sur Terre, c'est-à-dire les taux de réaction nucléaire, les temps de vie des éléments radioactifs, puisque tout ça est gouverné par la radioactivité, sont exactement les mêmes que sur Terre. Tous les phénomènes se produisent exactement au même rythme, avec les mêmes durées que sur Terre. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre... On pourrait dire le temps qui s'écoule dans l'étoile n'a rien à voir avec le temps qui s'écoule sur Terre. Et le temps qui s'écoule sur Terre n'a aucune validité ailleurs que sur Terre. Le temps qui s'écoule dans l'étoile n'a aucune validité ailleurs que dans l'étoile. Et il n'y a pas de sens à vouloir comparer les deux. La seule chose qu'on peut faire, c'est comparer 2 histoires quand elles commencent par le même événement et quand elles commencent et quand elles finissent aussi par le même événement. Et c'est pour ça que Langevin avait choisi cet exemple illustratif. Mais si vous avez 2 histoires, l'histoire d'une étoile ici et l'histoire d'une autre étoile là-bas, elles ont chacune une durée propre, mais il n'y a aucun sens à vouloir comparer cette durée propre. C'est comme si vous disiez, je ne sais pas moi, vous voulez comparer 2 choses qui n'ont pas lieu d'être comparées. La 3e et dernière question. Voilà, bien. J'ai appris, comme beaucoup de personnes ici, je pense, que la vitesse de la lumière était une constante, de même que le temps était une constante. C'est quelque chose, quelque part, qui m'a toujours un peu chiffonné. Et en écoutant ce que vous dites en ce moment, je dirais que je me pose la question de savoir si, pourquoi la vitesse de la lumière serait une constante, dans la mesure où c'est ce qui relie un lieu à un autre lieu, sachant que les lieux se déplacent et émettent de la lumière. Pourquoi la lumière serait constante? Bon, alors là, vous posez une question, je ne sais pas si je peux trouver une réponse, mais aujourd'hui, on ne va plus parler en ces termes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Une vitesse, dans la conception habituelle du terme, c'est le rapport d'une distance par une durée, et c'est la durée qu'on met pour parcourir la distance. Vous avez compris que dans l'univers relativiste, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de durée, il n'y a plus de distance, donc la notion de vitesse n'a pas vraiment de sens. Et la notion de vitesse de la lumière n'a plus de sens non plus. Et dans l'espace-temps, si vous voulez, vous avez une identité entre ce qu'on appellerait les dimensions spatiales et les dimensions temporelles. Autrement dit, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on a pris l'habitude, nous, êtres humains, de mesurer les différences temporelles avec des secondes, alors qu'on a pris l'habitude de mesurer les dimensions spatiales avec des mètres. Mais c'est la même chose, et donc il faudrait utiliser la même unité, et il y a un facteur de conversion entre les unités qui s'appelle la vitesse de la lumière, de la même manière. Alors je vous donne une analogie que j'utilise quelquefois. Si vous faites de l'aéronautisme, vous regardez les cartes aéronautiques et vous vous apercevez que les distances d'un point à un autre sur la carte sont indiquées en kilomètres. En revanche, les altitudes sont indiquées en pieds. Or, c'est la même chose. Il y a un facteur de conversion entre les distances horizontales en kilomètres et les distances verticales en pieds qui va être donc de 3000 à peu près. Et la vitesse de lumière, c'est exactement la même chose.
vous avez dans l'espace-temps des dimensions qu'on va appeler spatiales, ce qui correspond aux dimensions horizontales sur la carte, des dimensions temporelles qui correspondent aux dimensions verticales. C'est la même unité, c'est la même chose, sauf qu'on a pris l'habitude de les mesurer avec des unités différentes. Et donc, il y a un facteur de conversion. Ce n'est plus le facteur de conversion entre pieds et kilomètres, c'est le facteur de conversion entre secondes et mètres, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, si vous regardez la définition légale du mètre, je ne sais plus de quelle année ça date, je crois que c'est de 93, et le mètre, il est défini comme la distance parcourue par la lumière en, je ne sais plus quelle fraction de seconde, une petite fraction de seconde. Donc, le mètre, en fait, il est défini comme une fraction de seconde, comme une certaine fraction de la seconde, de la même manière que le pied est défini comme 0,33 mètres, je crois. C'est exactement le même genre de choses. Donc la vitesse de la lumière, c'est simplement un facteur de conversion entre des unités différentes que nous utilisons dans l'espace-temps pour des raisons, je dirais, historiques. Mais aujourd'hui, quand vous écrivez un article de relativité, un article un peu technique, eh bien, on mesure tout, les distances sont mesurées en secondes, ou au contraire, les durées sont mesurées en mètres, mais voilà, on ne fait pas du tout de différence entre les unités temporelles et les unités spatiales. C'est la même chose. Autrement dit, C, vitesse de la lumière, c'est devenu, dans cette conception, un simple facteur de conversion entre unités. Ça n'existe plus, d'une certaine manière. Bon, je sais, tout ça est un peu rapide, mais c'est le cas de le dire. Voilà. Merci. Merci au public pour ces questions. Nous espérons vous retrouver tout aussi nombreux à 21h30 pour la conférence d'Hervé Cotin. Bon appétit, vous avez de quoi vous restaurer à l'extérieur. À tout à l'heure.